Certaines aviations ont décollé, mais ne se sont jamais posées. Avant de commencer, si vous êtes fasciné par ces mystères réels de l'aviation, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Aujourd'hui, je vous présente 4 cas qui ont secoué l'aviation mondiale. Des avions qui ont simplement disparu des radars, avec des centaines de personnes à bord, sans signaux de détresse, sans explication claire. Ce ne sont pas des rumeurs ni des théories du complot. Ce sont des cas documentés dans les archives de l'aviation internationale, investigués par des gouvernements, avec des témoignages de contrôleurs aériens et de témoins. Des cas qui, années ou décennies plus tard, restent en grande partie non résolus. Le 1er juin 2009, le vol AF457 d'Air France a décollé de Rio de Janeiro pour Paris avec 228 personnes à bord. 4 heures plus tard, l'avion a disparu au-dessus de l'Atlantique. Il a fallu 2 ans pour retrouver l'épave et les boîtes noires. Ce qu'elles ont révélé était plus terrifiant que n'importe qui l'imaginait. Pendant 3 minutes 30, l'avion est tombé du ciel en stall et les pilotes n'ont rien pu faire pour l'arrêter. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Le vol AF457 était un Airbus A330-200, l'un des avions les plus modernes et les plus sûrs du monde. Le capitaine Marc Dubois avait plus d'11 000 heures de vol. Les 2 premiers officiers, Pierre-Cédric Bonin et David Robert, étaient également expérimentés. C'était un vol de nuit routinier de 6 heures. Rien ne suggérait de problème. L'avion a décollé à 19h29 heure brésilienne. Tout était normal pendant les premières heures. À 2h02 UTC ou 23h02 heure brésilienne, l'avion volait à 35 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, dans une zone sans couverture radar terrestre. Ils entraient dans une zone de tempête tropicale, ce qui n'était pas inhabituel pour cette route. À 2h10 UTC, les choses ont commencé à mal tourner. Les tubes de pitot, de petits senseurs qui mesurent la vitesse de l'avion, ont glacé à cause des cristaux de glace dans les tempêtes. Sans données de vitesse fiable, le pilote automatique s'est déconnecté. Soudain, les pilotes devaient voler manuellement à 35 000 pieds dans l'obscurité totale, dans des turbulences, sans savoir exactement à quelle vitesse ils volaient. Ce qui s'est passé ensuite défie la logique. Au lieu de maintenir l'avion stable, le premier officier Bonin a commencé à tirer sur le manche, faisant monter le nez de l'avion. L'avion a commencé à grimper, et grimper, et grimper, jusqu'à ce qu'il n'ait plus assez de vitesse pour rester dans l'air. L'avion est entré en stall, une condition où les ailes ne génèrent plus assez de portance. Voici ce qu'a dit l'investigateur principal de la BEA qui a analysé les boîtes noires. Quand nous avons écouté les enregistrements du cockpit, nous ne pouvions pas croire ce que nous entendions. L'alarme de stall sonnait continuellement. Stall, stall, stall. Cette alarme a retenti 75 fois pendant la descente, mais Bonin continuait à tirer sur le manche. Il maintenait l'avion en stall. Robert, l'autre premier officier, poussait sur son propre manche, essayant de baisser le nez. Mais les commandes s'annulaient mutuellement. Ils ne communiquaient pas clairement. Bonin n'a jamais dit haute voix qu'il tirait sur le manche. Robert ne comprenait pas pourquoi l'avion ne répondait pas. Pendant presque 3 minutes complètes, ils sont restés dans cet état de confusion. Le capitaine Dubois est revenu dans le cockpit, mais il était trop tard. À 2h14 UTC, l'avion a perturbé l'océan à une vitesse verticale de 10 800 pieds par minute. L'impact a été instantané et fatal. Les 228 personnes à bord sont mortes sur le coup. Les analyses ultérieures ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Si Bonin avait simplement lâché le manche et laissé le nez baissé, l'avion se serait rétabli automatiquement du décollage en quelques secondes. C'est la procédure standard. Mais il n'a jamais lâché. Il a continué à tirer, maintenant l'avion dans une configuration de décollage pendant toute la descente. Pourquoi ? Des experts suggèrent plusieurs facteurs. Bonin était relativement jeune et avait été formé principalement sur des Airbus modernes, avec des protections d'enveloppe de vol, des systèmes qui empêchent normalement le pilote de mettre l'avion dans des situations dangereuses. Il n'avait probablement jamais expérimenté un vrai décollage. Quand les protections se sont désactivées avec le pilote automatique, il s'est retrouvé dans une situation pour laquelle sa formation instinctive ne l'avait pas préparé. La tragédie d'Air France 417 n'était pas due à une panne mécanique. L'avion était parfaitement capable de voler. C'était une faïence humaine, amplifiée par une confusion dans le cockpit, un manque de communication claire et une fixation sur le mauvais problème.
Les tubes de pitot se sont dégelés après même pas 1 minute. Mais à ce moment-là, les pilotes étaient déjà dans un schéma d'action qui mènerait à la catastrophe. Les 228 victimes, 216 passagers et 12 membres d'équipage sont mortes non pas à cause d'une tempête ou d'une défaillance technique, mais à cause de 3 minutes de confusion dans un cockpit sombre au-dessus de l'Atlantique. Laissez un like si vous appréciez ces histoires et dites-moi en commentaire, connaissez-vous d'autres cas réels inexplicables d'aviation? J'adorerais les investiguer. Mais Air France 417 n'est pas le seul avion de ligne européen à s'être écrasé dans des circonstances mystérieuses. En fait, en 1980, un avion italien s'est désintégré au-dessus de la Méditerranée dans ce qui reste un des secrets les mieux gardés de l'aviation militaire européenne. Le 27 juin 1980, le vol Italia 870 transportait 81 personnes de Bologne à Palerme. C'était un vol domestique, court, routinier. Mais cet avion n'arrivera jamais à destination. À 20h59, pendant qu'il survolait la mer Tyrrhénienne, entre la Sicile et l'Italie continentale, le DC-9 s'est désintégré en plein vol. Tous les 81 passagers et membres d'équipage sont morts instantanément. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. L'enquête officielle initiale a conclu que c'était une bombe à bord. Mais d'autres preuves suggéraient quelque chose de beaucoup plus sinistre et beaucoup plus embarrassant pour les gouvernements impliqués. Des témoins du sol avaient vu des combats aériens cette nuit-là. Des pilotes militaires avaient vu des missiles et des radars avaient enregistré des avions militaires non identifiés dans la zone. La vérité la plus probable, selon beaucoup d'experts et d'enquêteurs indépendants, est que le vol Italia 870 a été accidentellement abattu par un missile lors d'un engagement militaire. Mais quel pays a tiré le missile? Et pourquoi y avait-il un combat aérien au-dessus de la Méditerranée cette nuit-là? Voici ce qu'a dit un pilote militaire italien qui était en service cette nuit-là et a témoigné anonymement des années plus tard. Nous savions tous ce qui s'était réellement passé. Tout le monde dans l'armée de l'air le savait. Cette nuit-là, il y avait une opération militaire en cours au-dessus de la Méditerranée. Nous ne savions pas exactement quoi, c'était classifié au-dessus de notre niveau. Mais il y avait plusieurs avions militaires dans la zone, français, américains, peut-être libyens. C'était l'époque de tensions élevées avec la Libye de Kadhafi. Quelqu'un a tiré un missile. Il a manqué sa cible étendue et a touché le DC-9 civil. L'avion s'est désintégré. Nous avons reçu l'ordre de garder le silence. Des carrières ont été menacées. Des familles ont été menacées. Le gouvernement italien a menti pendant des années pour protéger ses alliés de l'OTAN. Les familles des victimes méritaient la vérité. Ils ne l'ont jamais eue. L'épave a été récupérée du fond de la mer et reconstituée. Elle montrait des dommages cohérents avec une explosion externe, pas une bombe à bord. Des fragments de missiles ont été trouvés dans les débris. Mais l'enquête officielle a été sabotée. Des preuves ont disparu. Des témoins ont été intimidés. Il a fallu des décennies de batailles juridiques avant qu'un juge italien ne conclût finalement en 1999 que l'avion avait été abattu par un missile militaire. Mais il n'a jamais pu déterminer quel pays l'avait tiré. La France, les États-Unis et l'Italie ont tous nié toute implication. La Libye n'a jamais été officiellement accusée. 81 personnes sont mortes, des familles, des enfants, des personnes innocentes prenant un vol domestique court. Et leur mort a été couverte pendant près de 20 ans pour protéger des secrets militaires et des alliances politiques. Et en parlant d'avions qui sont tombés du ciel pour des raisons qui auraient dû être évitées, je dois vous parler d'un cas en 2005 qui a horrifié l'Europe. Un avion a volé pendant presque 2 heures en pilote automatique pendant que tout le monde à bord mourait lentement d'asphyxie. Le 14 août 2005, le vol Helios Airways 522 a décollé de Larnaca, Chypre, pour Athènes, Grèce, puis devait continuer vers Prague. À bord, il y avait 121 personnes. Moins d'1 heure après le décollage, l'avion est devenu un ghost flight, un avion volant seul avec des passagers et équipages morts ou décédants. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Tout a commencé avec une petite erreur lors de la préparation au sol. Un technicien avait mis le système de pressurisation de la cabine en mode manuel pendant le maintenance la nuit précédente. Ce switch aurait dû être remis en mode automatique avant le vol. Il ne l'a pas été. Ni personne ne l'a vérifié.
Quand l'avion a décollé et a commencé à monter, la cabine n'a pas été pressurisée automatiquement. À mesure que l'avion montait, l'air dans la cabine devenait de plus en plus impur. Les passagers et l'équipage commençaient à souffrir d'hypoxie, un manque d'oxygène au cerveau. L'hypoxie est insidieuse, elle ne fait pas mal, vous ne paniquez pas. Vous devenez juste confus, euphorique même, puis vous perdez la conscience. Les pilotes ont remarqué des alarmes et des avertissements, mais leur jugement était déjà altéré par le manque d'oxygène. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Voici ce qu'a dit le contrôleur aérien grec qui a essayé de contacter l'avion. À 9h37, l'avion est entré dans l'espace aérien grec. Nous avons essayé de les contacter par radio. Pas de réponse. Nous avons essayé sur toutes les fréquences. Le silence total. C'était très inhabituel. Nous avons envoyé 2 chasseurs F-16 pour intercepter et voir visuellement ce qui se passait. Les pilotes des F-16 sont montés à côté du Boeing 737. Ce qu'ils ont vu les a choqués. Le capitaine était penché sur les commandes, immobile. Le premier officier était absent du siège. Les masques d'oxygène étaient déployés dans la cabine. Ils pouvaient voir des passagers effondrés sur leur siège. Personne ne bougeait. L'avion volait en pilote automatique, comme un fantôme. Les F-16 ont accompagné l'avion pendant des minutes qui ont paru des heures. Puis, environ à 11h54, un homme est apparu dans le cockpit. Ce n'était pas un des pilotes. C'était un steward nommé Andreas Prodromou. Il était l'un des rares à avoir une qualification de pilote privé. Il avait réussi à utiliser des bouteilles d'oxygène portable pour rester conscient. Il a essayé désespérément de reprendre le contrôle de l'avion, mais il était trop tard. Le carburant s'était épuisé. À 11h54, les moteurs se sont éteints. L'avion s'est écrasé dans une montagne près de Grammatico, en Grèce. L'impact a tué instantanément les quelques personnes qui étaient peut-être encore vivantes. Au total, 81 personnes sont mortes. Des familles, des enfants, des personnes innocentes prenant un vol domestique court. Et leur mort a été couverte pendant près de 20 ans pour protéger des secrets militaires et des alliances politiques. L'enquête a révélé que tous sont morts d'hypoxie bien avant l'écrasement. Les passagers avaient perdu conscience environ 20 minutes après le décollage. Les pilotes probablement un peu après, malgré les masques à oxygène qui se sont déployés automatiquement. Ces masques n'avaient que 12 minutes d'oxygène, suffisant pour une descente d'urgence, mais pas pour 2 heures de vol à haute altitude. Andreas Prodromou, le steward qui a essayé de sauver l'avion, est mort en héros. Il a lutté jusqu'à la fin, essayant de comprendre les commandes d'un Boeing 737 alors que ses propres facultés défaillaient par manque d'oxygène. Mais il était déjà trop tard quand il est arrivé au cockpit. L'avion était trop haut, trop loin de tout aéroport, et le carburant s'épuisait. Une erreur simple, un commutateur en mauvaise position a tué 121 personnes. Et l'avion a volé comme un fantôme pendant presque 2 heures avant de s'écraser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quel cas vous a le plus marqué. Le décrochage mortel d'Air France, le missile caché d'Itavia, le Ghost Flight de Helios. Attendez le dernier cas. Et si vous connaissez d'autres mystères d'aviation, partagez la vidéo. Et pour conclure ces cas troublants, je dois vous parler d'un incident qui a montré que même les avions les plus modernes ne sont pas à l'abri d'un incendie à bord. En 1998, un Swiss Air MD-11 s'est écrasé dans l'Atlantique après qu'un incendie électrique s'est déclaré dans le cockpit. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est à quel point les pilotes étaient proches de sauver l'avion. Le 2 septembre 1998, le vol Swiss Air 111 transportait 223 personnes de New York à Genève. C'était un vol de nuit routinier sur l'un des avions les plus avancés de l'époque, un McDonnell Douglas MD-11. Mais 1 heure après le décollage, alors qu'ils survolaient l'Atlantique près de la Nouvelle-Écosse, les pilotes ont senti une odeur inhabituelle dans le cockpit. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. À 22h14 heure locale, le capitaine Urs Zimmermann a signalé au contrôle aérien « Swiss Air 111 Heavy est déclaré une émergencie. Nous avons de la fumée dans le cockpit. » Il demandait une déviation immédiate vers l'aéroport le plus proche, Halifax, Nouvelle-Écosse. Pendant 20 minutes, les pilotes ont lutté pour contrôler l'avion alors qu'un incendie invisible se propageait rapidement dans l'espace au-dessus du plafond du cockpit. Des systèmes électriques commençaient à tomber en panne.
Des instruments devenaient noirs, de la fumée remplissait le cockpit, rendant la respiration difficile et la visibilité quasi nulle. Voici ce qu'a dit l'enquêticier en chef du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Nous avons récupéré les enregistreurs de vol du fond de l'océan. Ce que nous avons entendu était déchirant. Les pilotes savaient qu'ils étaient en train de perdre l'avion. Le capitaine Urs Zimmermann et le premier officier Stéphane Lowe étaient des pilotes extrêmement compétents et expérimentés. Ils ont tout fait correctement. Ils ont déclaré une émergence immédiatement. Ils ont commencé une descente vers Halifax. Ils ont essayé de combattre l'incendie avec tous les moyens à leur disposition. Mais l'incendie se propageait plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. À 22h24, seulement 10 minutes après le premier rapport de fumée, ils perdaient des systèmes critiques. Le pilote automatique s'est déconnecté. Des écrans principaux sont devenus noirs. Ils volaient manuellement, dans la fumée, avec des instruments qui tombaient les uns après les autres. À 22h31, 17 minutes après le premier rapport, l'avion est tombé du ciel et s'est écrasé dans l'océan à 300 miles par heure. Ils étaient seulement à 6 miles de la côte, 6 miles plus, et ils auraient peut-être pu atterrir en urgence sur une plage ou dans l'eau peu profonde. Mais ils n'ont pas eu ces 6 miles. L'avion s'est complètement désintégré à l'impact. Les 229 personnes à bord sont mortes instantanément. Des plongeurs ont récupéré des milliers de fragments de l'épave dispersés sur le fond marin. L'enquête a duré 4 ans et coûté plus de 50 millions de dollars canadiens. La cause a finalement été identifiée. Un incendie électrique qui a commencé dans le système de divertissement en vol installé au-dessus du plafond du cockpit. Les matériaux d'isolation utilisés dans cet espace étaient inflammables. Une fois inflammés, ils ont brûlé rapidement, propageant le feu et produisant une fumée toxique. Le câblage électrique a mondu, créant des courts-circuits et pannes en cascade. Ce qui est le plus troublant, c'est que Swiss Air et McDonnell Douglas connaissaient les risques potentiels de ces matériaux inflammables. Mais ils étaient légaux selon les régulations de l'époque. Après l'accident, les régulations ont changé. Tous les avions durent remplacer ces matériaux par des alternatives ignifuges. Le capitaine Zimmermann et le premier officier Lowen ont été salués comme des héros. Ils ont lutté jusqu'au dernier moment pour sauver cet avion. Les enregistrements montrent qu'ils suivaient toutes les procédures, qu'ils communiquaient clairement, qu'ils faisaient tout ce qui était humainement possible. Mais l'incendie était trop rapide, trop féroce. 229 personnes sont mortes à cause d'un incendie qui a commencé à partir d'un défaut électrique dans un système de divertissement. Une source d'incendie si petite qu'elle aurait pu être éteinte avec un extincteur si seulement les pilotes avaient pu y accéder. Mais elle était cachée derrière des panneaux, hors de report, se propageant dans l'obscurité pendant que les pilotes luttaient aveuglement contre ses effets. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quel cas vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces mystères réels d'aviation, partagez la vidéo. À bientôt dans le prochain.